La ferme est paix, a crié maman. C'est tout ce à quoi tu es bonne. Je n'ai pas discuté. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Prêt immobilier. Électricité. Assurance. Carte de crédit. 10 840 €. 4 clics. Tout était parti avant minuit. 14 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé. Maman a appelé. Encore et encore. 10 840 €. C'est ce que je payais chaque mois. Prêt immobilier, 3 200 €. Électricité, 210 €. Assurance habitation, 480 €. Visa se terminant par 8803. Paiement minimum, 6 950 €. 4 comptes. 4 paiements automatiques. Mis en place l'été de mes 19 ans. Assise par terre dans mon premier appartement avec un ordinateur portable en équilibre sur un carton de déménagement. Parce que ma mère avait appelé pour dire qu'elle avait besoin d'aide. Et je ne savais pas encore que le mot « être » dans sa bouche signifiait pour toujours. Je n'ai pas manqué un seul mois en 17 ans. Pas quand j'avais 23 ans et que je sautais le déjeuner pour payer mon loyer. Pas quand j'avais 27 ans et que mon petit ami m'a assise et m'a dit qu'il ne restait plus rien de moi pour nous. Pas quand j'avais 31 ans. Et qu'un agent de crédit m'a demandé pourquoi quelqu'un avec mes revenus n'avait aucune épargne. Et j'ai souri et dit que j'étais conservatrice avec mes investissements. Ce qui était un mensonge si bien rodé qu'il semblait presque être la vérité. 17 ans. 204 mois. Chacun de payer à temps. Jusqu'à mardi dernier. Ma mère m'a regardé de l'autre côté de sa table de cuisine et a dit 5 mots. Pas parce que je demandais de l'argent. Pas parce que je demandais quelque chose de difficile. J'ai demandé un merci. Un seul. Après 204 paiements, j'ai demandé à ma mère si elle avait jamais eu envie de me dire ces 2 mots. Elle a posé sa tasse de café. M'a regardé comme on regarde un distributeur automatique quand il demande la monnaie exacte. La ferme est paix. A-t-elle dit. C'est ce à quoi tu es bonne. 4 secondes de silence. Je les ai comptées comme je compte tout. Parce que c'est ce que je fais. Je suis une comptable judiciaire. Je traque l'argent qui a été caché, déplacé, déguisé et enterré. Je le trouve. Je le trouve toujours. Pour les autres. J'ai ramassé le chèque que j'avais apporté. Je l'ai remis dans mon sac. Je me suis levé. Elle ne m'a pas demandé où j'allais. Elle s'était déjà retournée vers la télévision. Je suis rentré en voiture. 22 minutes sur l'autoroute 26. Les montagnes de Tualatin sombrent de chaque côté. Radio éteinte. Je suis arrivé à mon complexe d'appartements. J'ai pris les escaliers parce que l'ascenseur est trop long quand vos mains ont besoin de quelque chose à faire. Mon ordinateur portable était ouvert sur le comptoir de la cuisine. 2 onglets. Onglet 1. Une compagnie de transport à Wilmington, Delaware, pour laquelle j'avais passé 3 semaines à prouver qu'elle avait caché 17 millions d'euros en factures fantômes pour un client qui me payait très bien pour le trouver. Onglet 2. Le portail de paiement automatique Chase de ma mère. Toujours connecté depuis que je l'avais configuré à 19 ans et dont je n'avais jamais changé le mot de passe. Même ensemble de compétences. Différentes échelles. Je me suis assise. J'ai fermé le premier onglet. J'ai ouvert le second. Paiement automatique du prêt immobilier. Annulé. Confirmé. Paiement automatique de l'électricité. Annulé. Confirmé. Paiement automatique de l'assurance habitation. Annulé. Confirmé. Visa se terminant par 8803. Annulé. Confirmé. 4 clics. 90 secondes. 17 ans. Annulé avant minuit. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai rempli la bouilloire. Je suis resté à la fenêtre pendant que l'eau chauffait. Portland était humide et orange en dessous de moi, comme elle le devient en mars quand les lampadaires attrapent la pluie sous le bon angle. Mon appartement est petit. Une chambre. Une salle de bain. Une cuisine qui peut à peine contenir une table pour 2. J'y vis depuis 6 ans.
Je pourrais me permettre quelque chose de plus grand. Je pourrais me permettre une maison. Mais il y avait toujours ce chiffre sur mon relevé bancaire chaque mois. 10 840 € qui partaient avant que je puisse décider quoi faire de ma propre vie. Et d'une manière ou d'une autre, le calcul ne tombait jamais juste. La bouilloire s'est éteinte. J'ai versé l'eau. Earl Grey. Sans sucre. Je me suis assise. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. Ma respiration était régulière. Et mes mains étaient stables. Et si vous étiez entré à ce moment-là, vous auriez pensé que j'étais une femme buvant du thé un mardi soir. Mais quelque chose derrière mes côtes avait bougé. Une porte que j'avais gardée verrouillée pendant 17 ans s'était entr'ouverte d'environ 1 pouce. Et à travers la fente, je pouvais sentir de l'air froid. Et je savais que si je l'ouvrais complètement, je verrais quelque chose que j'avais passé toute ma vie d'adulte à refuser de regarder. Pas ce soir. Ce soir, c'était l'annulation. Le regard viendrait plus tard. J'ai pris mon téléphone. Une notification. Un rappel de calendrier que j'avais réglé il y a des années et que je n'avais jamais supprimé. 3e samedi. Pas de lieu. Pas de nom. Juste ces 2 mots se répétant chaque mois parce que certains rendez-vous n'ont pas besoin d'explication. Ils ont juste besoin que vous vous présentiez. J'ai siroté mon thé. Il était encore trop chaud. Je l'ai siroté quand même. Je vérifie la fraude pour gagner ma vie. Je traque l'argent manquant, les fausses factures, les comptes fantômes. Je trouve où les chiffres mentent. Mais je n'avais jamais, en 17 ans, regardé les miens. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire l'été de mes 19 ans. J'ai ouvert une feuille de calcul. Et j'ai commencé avec le premier mois. Nora Shaw partage un bureau avec moi depuis 6 ans. C'est la seule personne chez Archer et Bern qui sait que je paie les factures de ma mère. Parce que Nora est le genre de personne qui remarque quand une comptable judiciaire senior apporte son déjeuner de la maison tous les jours et ne commande jamais de café au chariot. Elle m'a posé la question une fois, après environ 3 ans. Je lui ai dit. Elle est restée silencieuse pendant exactement le temps qu'il faut pour décider de dire quelque chose d'honnête ou quelque chose de gentil. Et puis elle a dit les deux. Tessa, tu auditais des entreprises du Fortune 500. Tu as trouvé un système de détournement de fonds de 7 millions d'euros cachés dans une organisation à but non lucratif l'année dernière. Et tu me dis que tu n'as jamais regardé les relevés bancaires de ta propre mère? J'ai dit non. Elle a attendu la suite. Il n'y avait pas de suite. J'avais peur de ce que j'allais trouver, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois. C'était il y a 3 ans. Elle n'en a plus jamais reparlé. Jusqu'au matin après que j'ai annulé les paiements automatiques, quand je me suis assise à mon bureau et lui ai raconté ce que ma mère m'avait dit de l'autre côté d'une table de cuisine. Nora n'a pas halté. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle a tiré sa chaise de mon côté du bureau, a ouvert un nouveau document sur mon écran et a dit « Commence par le relevé le plus ancien que tu puisses trouver. » C'est pourquoi Nora Shaw est ma seule amie. Mais je n'ai pas commencé par les relevés. Pas tout de suite. Je me suis assise dans ma voiture ce soir-là, dans le parking souterrain de notre immeuble, moteur éteint, et j'ai pensé à un restaurant. J'avais 12 ans. Le restaurant s'appelait le Patsy's, bien que je n'ai jamais rencontré personne nommé Patsy. Il se trouvait sur Burnside, entre une laverie automatique et un magasin de pneus. Et chaque 3e samedi du mois, mon père m'attendait à la dernière banquette, celle à côté de la vitrine à tarte, où la lumière fluorescente bourdonnait à une fréquence que seul moi semblais remarquer. Je disais à ma mère que j'allais à la bibliothèque. Elle ne vérifiait jamais. Vérifier aurait nécessité de l'intérêt, et à ce moment-là, son intérêt pour moi était devenu purement transactionnel. J'étais la silencieuse. Celle qui ne causait pas de problème. Celle qui, à 12 ans, était déjà préparée pour un rôle que je ne comprendrais que 20 ans plus tard. Mon père commandait un café et ce qu'il y avait de moins cher. Je commandais un milkshake au chocolat parce que j'avais 12 ans et parce qu'il me laissait faire. Il a fait glisser son relevé bancaire sur la table, face visible, juste à côté de la salière. Trouve l'erreur, a-t-il dit. Je l'ai étudié pendant 10 minutes. J'ai trouvé des frais de guichet automatique de 3,50 € qui lui avaient été facturés à un distributeur qui n'était pas de sa banque. Bien, a-t-il dit. Maintenant, trouve la vraie.
J'ai regardé à nouveau. Ligne 42. 48 €. Description. Divers. C'est quoi, divers, a-t-il demandé. Je ne sais pas. Personne ne le sait. Il a tapoté la ligne avec son index, un doigt calleux après 30 ans à tirer des fils à travers les murs. C'est ça le truc, Tessie. Quand quelqu'un écrit divers, il espère que tu ne poseras pas de questions. Ton travail, c'est de poser des questions. La serveuse est passée. Encore du café. Mon père a levé les yeux. S'il vous plaît. Ma fille est en train de mauditer. Elle a ri. Lui non. Moi non plus. Nous étions tous les deux complètement sérieux, et la serveuse est partie sans être tout à fait sûre que nous plaisantions, ce qui est la dynamique que j'ai eue avec la plupart des gens pour le reste de ma vie. C'était il y a 24 ans. Mon père m'a appris à lire les relevés bancaires dans la banquette d'un restaurant. Il m'a appris les intérêts composés à 14 ans, l'amortissement à 15, comment ouvrir un compte d'épargne à 17. Il m'a appris que l'argent dit la vérité même quand les gens ne la disent pas, et que la différence entre un bon comptable et un excellent comptable est la volonté de suivre un chiffre au-delà du point où cela devient inconfortable. Il a fait ça chaque 3e samedi, sans faute, pendant 27 ans. Ma mère ne l'a jamais su. Ma sœur ne l'a jamais su. C'était le plus long secret de ma vie, et c'était le seul qui m'a gardé saine d'esprit. Ma mère avait ses propres leçons. Elles étaient plus courtes. La sienne était une seule phrase, livrée sur différents tons dans différentes cuisines à différents volumes, mais toujours avec les mêmes mots. Ton père est parti. Moi, je suis resté. Elle l'a dit quand j'avais 9 ans et que j'ai demandé où il était allé. Elle l'a dit quand j'avais 16 ans et que j'ai demandé si je pouvais lui rendre visite. Elle l'a dit quand j'avais 22 ans et que j'ai eu mon premier vrai travail, et qu'elle a appelé pour dire que le prêt immobilier était en retard. Ton père est parti, Tessa. Moi, je suis resté. Le moins que tu puisses faire, c'est d'aider. Je l'ai cru. Pendant la majeure partie de ma vie, je l'ai cru. Ce soir-là, dans le parking, moteur éteint, je me suis connecté au portail Chase sur mon téléphone. 17 ans de relevé, archivé numériquement. J'ai commencé au premier mois, et j'ai fait défiler. Prêt immobilier. Électricité. Assurance. Visa. Tout ce à quoi je m'attendais. Propre. Prévisible. Sans particularité. Jusqu'au mois 31. Un virement Zelle. 2200 €. Récurrent. Destinataire. S. Morand. S. Morand. Shelby. Morand. Ma sœur. Je suis resté assise dans le noir et j'ai fixé le chiffre. 2200 €. Chaque mois. À Shelby. C'était le premier chiffre qui ne concordait pas. J'aurais dû m'arrêter là. Une personne normale aurait fermé l'application, serait rentrée chez elle, serait allée se coucher, aurait géré ça le matin, comme quelqu'un qui croit aux limites et à l'autopréservation, et non comme quelqu'un qui reste seul dans un parking à 21h30 un mercredi soir, à regarder des relevés bancaires sur un téléphone. Mais je ne suis pas une personne normale. Je suis une comptable judiciaire. Et les comptables judiciaires ne s'arrêtent pas à la première anomalie. Ils s'arrêtent lorsque le dernier chiffre est justifié. J'ai fait défiler jusqu'au mois 32. 3 nuits. C'est le temps qu'il a fallu pour démanteler 17 ans de foi aveugle. Nuit 1. J'ai cartographié les virements Zelle. 2200 €. Le même jour chaque mois. Le même destinataire. S. Morand. Shelby. Ma sœur. Les virements ont commencé il y a 37 mois, ce qui signifie que pendant plus de 3 ans, mon argent a transité par le compte de ma mère pour arriver sur celui de Shelby sans qu'aucune d'elles ne me le dise et sans que je prenne la peine de regarder. Nuit 2. J'ai suivi l'argent liquide. 800 € de retrait au guichet automatique chaque mois, toujours à la machine de Soutiste Division, celle près de la salle de sport dont Shelby parlait sur Instagram. Pas la salle de sport de ma mère. Pas le quartier de ma mère. J'ai ensuite examiné les relevés de la carte Visa. Nordstrom. Sephora. Un salon de manucure sur Hawthorne qui facture 60 € pour une manucure, ce que je sais parce que je n'y suis jamais allé, mais apparemment ma carte Visa,
si. Nuit 3. Le calcul. Je me suis assise à ma table de cuisine avec Nora en haut-parleur, car Nora avait cessé de prétendre que ce n'était pas aussi son enquête. Elle fait ça. Une fois qu'un problème entre dans son champ de vision, il devient le sien. C'est soit sa meilleure qualité, soit sa plus épuisante, selon le jour. Lis-moi les totaux, a-t-elle dit. Redirection mensuelle vers Shelby. Zelle direct. 2200. Retrait mensuel en espèces près de la salle de sport et de l'appartement de Shelby. 8 cents. Dépenses mensuelles sur la carte Visa de ma mère qui correspondent au style de vie et au lieu de Shelby. Environ 18 cents. Total de la redirection mensuelle. Environ 4800 €. Sur 10 840. Oui. Donc, moins de la moitié de ton argent payait réellement les factures de ta mère. Correct. Nora était silencieuse. Je pouvais entendre son stylo taper contre quelque chose. Elle fait ça quand elle décide de dire la chose prudente ou la chose vraie. Ta mère n'a pas seulement pris ton argent, Tessa. Elle a construit un pipeline. Toi à une extrémité, Shelby à l'autre. Et ta mère au milieu. Manœuvrant la vanne. Je n'ai pas discuté. Les chiffres ne laissaient aucune place à la discussion. Que fait Shelby dans la vie, a demandé Nora. Elle est organisatrice d'événements indépendantes. Et comment vont les affaires? Elle a organisé une fête de départ à la retraite pour le voisin de quelqu'un au printemps dernier. Avant ça, elle a lancé une entreprise de boîtes par abonnement. Une boîte par abonnement. De quoi? Des bougies. C'était la première. Ensuite, des cristaux. Puis, quelque chose appelé expérience de collation sélectionnée. Donc, une boîte de chips. Des chips artisanales. Il y a une différence. Apparemment. Tessa. L'entreprise de bougies a duré 4 mois. Les cristaux ont duré 2. Les boîtes de collation, elle la gère encore techniquement, mais sa dernière publication Instagram à ce sujet date de novembre. Et c'était une photo d'elle en train de manger le stock. Nora a expiré, d'une manière qui communiquait un type très spécifique d'épuisement professionnel. Donc, le revenu annuel de Shelby est de quoi? 12 000, 15 000 €? Dans une bonne année. Et son loyer est de 2200 € par mois. Payé par sa mère. Avec mon argent. Est-ce que Shelby sait d'où vient l'argent? C'était la question que j'évitais. Parce que la réponse déterminait si ma sœur était une participante ou une passagère. Et je n'étais pas prête à le savoir. Je ne sais pas, ai-je dit. Ma mère lui a dit qu'elle avait des économies. Ta mère a la sécurité sociale et ce qui reste après avoir redirigé tes paiements. Elle n'a pas d'économie. Elle a une comptabilité. J'ai parcouru l'Instagram de Shelby pendant que Nora parlait. C'était là, il y a 2 semaines. Miami Beach. Sable blanc, eau turquoise. Un cocktail qui coûtait probablement 22 €. Légende, rechargement. Hashtag béni. Hashtag vivre ma meilleure vie. Hashtag reconnaissante. Reconnaissante. Le mot m'est resté en travers de la gorge comme une arête de poisson. J'ai retracé le voyage. Vol. Réservé avec la carte Visa de ma mère. Hôtel. 4 nuits dans un endroit de milieu de gamme sur Collins Avenue. 960 €. Restaurant, spa, shopping. Encore 3800 € et quelques. Total. Environ 4800 € pour 4 jours en Floride. Le montant exact redirigé de mon compte chaque mois. Les vacances de ma sœur coûtaient exactement ce que je payais en travail invisible pendant 30 jours. Un mois de ma vie converti en 4 jours de la sienne. Tessa? Je suis là. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fermé l'ordinateur portable. La feuille de calcul avait maintenant 47 colonnes. 37 mois de données. Chaque euro justifié. Chaque virement tracé. Chaque mensonge assigné à un numéro de ligne. Ce que je fais toujours, ai-je dit. Suivre l'argent. L'argent est suivi. Il est assis dans ta feuille de calcul en ce moment. Alors je vais le suivre jusqu'au bout. Les 17 années complètes. Chaque mois.
Chaque euro. Cela va te prendre une autre semaine. Je paie depuis 17 ans, Nora. Je peux bien passer une semaine de plus à lire. Elle n'a pas discuté. Elle connaissait cette voix. Celle qui ne négocie pas, ne vacille pas, ne demande pas la permission. La voix INTJ, bien qu'elle n'ait jamais utilisé ce mot. Elle l'appelle simplement ma voix d'audit. J'ouvre à nouveau l'ordinateur portable. Je remonte. Premier mois. L'été de mes 19 ans, par terre dans mon premier appartement, configurant le paiement automatique parce que ma mère disait qu'elle avait besoin d'aide. Avez-vous déjà payé pour quelque chose toute votre vie d'adulte sans jamais demander où l'argent allait réellement? Pas parce que vous ne vous en souciez pas. Parce que vous vous en souciez trop. Parce que demander aurait signifié voir, et voir aurait signifié choisir, et choisir aurait signifié perdre la seule personne qui était censée vous aimer gratuitement. J'avais les chiffres maintenant. Tous. Ce que je n'avais pas, ce dont j'avais besoin avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec ces chiffres, c'était le courage de ressentir ce qu'ils signifiaient. Cette partie est venue ensuite. Et elle a failli me briser. La feuille de calcul a pris 6 nuits de plus à compléter. 17 ans. 204 mois. Chaque paiement, chaque virement, chaque ligne tracée, catégorisée et codée par couleur. Parce que c'est ce que je fais quand je ne peux pas traiter quelque chose émotionnellement. Je l'organise. Au moment où j'ai terminé, c'était samedi matin. J'ai tout imprimé. 47 colonnes, 6 pages, orientation paysage, parce que le portrait ne pouvait pas contenir tous les dégâts. J'ai étalé les pages sur le sol de mon appartement, côte à côte, dans l'ordre chronologique, et je me suis assise en tailleur au milieu d'elle comme une femme assise dans les décombres de quelque chose qu'elle avait construit de ses propres mains et mis le feu avec l'allumette de quelqu'un d'autre. La redirection vers Shelby avait commencé il y a 37 mois, mais le schéma était plus ancien que ça. Avant Shelby, il y avait d'autres fuites. Une charge récurrente à un magasin de meubles dont ma mère n'avait pas besoin. Des retraits d'espèces qui grimpaient chaque décembre, chaque août, chaque mai. L'argent se déplaçant dans des directions que je n'avais jamais remises en question, parce que questionner signifiait regarder, et regarder signifiait voir, et voir signifiait choisir, et j'avais passé 17 ans terrifié par ce choix. Je suis resté assise là et j'ai fait la chose que j'évitais depuis la nuit où j'ai annulé les paiements automatiques. J'ai laissé les chiffres devenir des souvenirs. 23 ans. Mes amis d'université ont planifié un voyage à Big Sur. 5 jours, voiture de location, camping sur la côte. Coût total par personne. 400 €. J'ai dit que je ne pouvais pas me le permettre. Je pouvais me le permettre. Mais 400 €, c'était 400 € de moins sur le compte qui saignait de 10 840 € chaque mois. Et j'avais déjà appris que la saignée venait en premier, et ma vie en second. Mes amis sont partis sans moi. Ils parlent encore de ce voyage. Moi, je n'en parle toujours pas. 27 ans. Aaron. 4 ans ensemble, il était gentil et patient, et il préparait une cafetière chaque matin sans qu'on le lui demande, ce qui est une petite chose sauf si vous ne l'avez jamais eu. Auquel cas, c'est tout. Nous avons rompu un dimanche d'octobre. Il s'est assis sur le bord du lit et a dit, « Tess, je t'aime, mais tu donnes tout à ta mère et il ne reste rien. Pas pour moi. Même pas pour toi. » Je lui ai dit qu'il ne comprenait pas. Il a dit qu'il comprenait parfaitement. Il avait raison. J'avais raison. Nous avions tous les deux raison sur des choses différentes, et c'est le genre de rupture dont on ne se remet pas parce que personne n'avait tort. 31 ans. Un agent de crédit dans une coopérative de crédit à l'Ecoswego. J'avais conduit jusque là-bas parce que les agences de Portland me semblaient trop proches de chez moi, trop proches de la chance que quelqu'un que je connaissais me voie demander quelque chose que j'aurais dû pouvoir me permettre 10 fois. L'agent de crédit a examiné mon dossier. Bon crédit. Revenu solide. Elle a levé les yeux et a dit, « Votre ratio dette-revenu est anormalement élevé pour quelqu'un de votre catégorie. Pouvez-vous expliquer les sorties de fonds récurrentes ?» J'ai souri et dit que j'avais des obligations familiales. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas demandé de quel type. Je n'ai pas donné de détails. La demande de prêt immobilier est restée dans ma boîte à gants pendant 3 semaines avant que je la déchiquette. 3 souvenirs. 3 moments. Où j'aurais pu m'arrêter, demander, regarder.
3 moments où la porte de sortie était juste là. Et je suis passé devant parce que la franchir signifiait admettre que ma mère n'était pas celle que j'avais besoin qu'elle soit. Et c'était un chiffre que je n'étais pas prête à concilier. Je me suis assise par terre avec la feuille de calcul et j'ai pensé à mon père. Pas la version que ma mère racontait. Pas l'homme qui est parti, qui a abandonné, qui s'est choisi lui-même. L'homme que je connaissais vraiment, celui qui s'asseyait dans une banquette chaque 3e samedi et m'apprenait à lire la vérité dans une rangée de chiffres. J'avais 17 ans, toujours au Patsies. Bien que le Patsies ait changé de propriétaire 2 fois et que la vitrine à tarte ait été remplacée par une vitrine à pâtisserie qui n'était jamais entièrement approvisionnée. Mon père et moi remplissions une demande de compte d'épargne sur la table entre son café et mon milkshake en utilisant un stylo emprunté à la serveuse parce qu'aucun de nous n'en avait apporté. Le formulaire demandait son numéro de sécurité sociale. Il l'a mal écrit. L'a raturé. L'a encore mal écrit. Tessie, c'est quoi mon numéro de sécu? Je le lui ai dit. Il m'a dévisagé. Comment connais-tu mon numéro de sécurité sociale? Tu as laissé une déclaration d'impôt sur la table l'année dernière. Je l'ai lu. Il a fait une longue pause, comme il le faisait quand il ressentait quelque chose de trop grand pour la banquette. Puis il a dit, tu es déjà meilleur que moi à ça. C'est toi qui m'as appris, ai-je dit. Il a baissé les yeux sur le pancake qu'il avait commandé mais à peine touché. Il commandait toujours des pancakes. Il ne les finissait jamais. Je pense qu'il les commandait parce que c'était ce qu'il me préparait le samedi matin avant de partir. Et les manger dans un restaurant était ce qu'il pouvait faire de plus proche de cette cuisine sans y retourner. Je t'ai appris les chiffres, a-t-il dit. Le courage, il est à toi. Il a tenu une seconde. Peut-être 2. Puis il a poussé l'assiette vers moi. Tu vas le manger, ce bacon? J'ai pris le bacon. Il a fini son café. Nous n'avons plus parlé de courage. Ce n'était pas notre façon de fonctionner. Nous fonctionnions avec des chiffres et de la nourriture de petit déjeuner et en étant présents, mois après mois, sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. Ce souvenir m'a retrouvé sur le sol de mon appartement à 2 heures du matin, entouré de 6 pages de preuves, et il a brisé quelque chose en moi. J'ai pleuré. Pas comme les gens pleurent dans les films, pas avec les mains sur la bouche et les épaules secouées magnifiquement. J'ai pleuré comme une femme pleure quand elle a retenu un chiffre dans sa poitrine pendant 17 ans et le laisse enfin sortir. Mochement. Longuement. Le genre de pleurs qui vous fait mal aux côtes après, comme si quelque chose de structurel avait bougé. Je ne pleurais pas parce que ma mère m'avait volé. Je ne pleurais pas parce que ma sœur vivait de l'argent que je gagnais. Je pleurais parce que je savais, quelque part sous les paiements automatiques et les chèques mensuels et le silence, j'avais toujours su, et j'avais choisi de ne pas regarder. La comptable judiciaire qui pouvait tracer 17 millions d'euros à travers des sociétés écrans au Delaware ne pouvait pas se résoudre à ouvrir le relevé bancaire de sa propre mère parce que l'audit qu'elle craignait n'avait jamais été à propos de l'argent. Il s'agissait de la réponse. Mon père m'a dit une fois dans cette banquette, avec ce café, avec ce stylo emprunté, sache toujours où va ton argent. Et j'avais enfreint cette règle chaque mois pendant 17 ans. Pas par négligence, mais par loyauté. Et la loyauté, quand elle va dans une seule direction assez longtemps, commence à ressembler beaucoup à autre chose. Je suis restée assise par terre jusqu'à ce que les pleurs cessent. Puis je me suis levée. J'ai lavé mon visage. J'ai rassemblé les 6 pages. J'ai aligné les bords. Je les ai mises dans un dossier manille. Je l'ai étiqueté au marqueur noir. Audit financier du foyer Morand- à 204. La comptable judiciaire était de retour. Et elle avait une affaire à conclure. 3 jours plus tard, ma mère a envoyé un texto. Tout en majuscule. Le mot comportement. Et une invitation à dîner qui n'en était pas vraiment une. Ma mère n'a jamais été une femme passive. Elle n'attend pas que les choses lui arrivent. Elle arrive aux choses. Alors, quand 14 jours se sont écoulés et que son prêt immobilier a été rejeté et que sa facture d'électricité n'a pas été payée et que sa compagnie d'assurance a envoyé une lettre qu'elle ne comprenait pas. Elle n'est pas restée tranquillement assise dans sa cuisine à se demander ce qui n'allait pas, elle a pris son téléphone et elle est partie en guerre. Je le sais parce que l'appel a commencé un mercredi. Le premier venait de ma tante Hélène, la sœur aînée de ma mère, qui vit à Biverton et ne m'a jamais, de toute ma vie, demandé comment j'allais sans faire suivre d'une demande.
Tessa, ta mère m'a appelé en larmes. Elle dit que tu l'as coupée. Après tout ce qu'elle a fait pour vous les filles. Après vous avoir élevé seule, je pense juste que tu devrais savoir à quel point tu l'as blessée. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et l'ai regardé comme on regarde une contravention. Pas avec colère. Avec la reconnaissance silencieuse que quelqu'un a décidé que vous lui devez quelque chose et qu'il y a un système en place pour le percevoir. Merci d'avoir appelé, tante Hélène, ai-je dit. Elle vous a élevé seule, Tessa. J'apprécie que tu partages cela. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Oui. Je ne suis juste pas d'accord avec toi. Ce sont des choses différentes. Elle a raccroché. Mon oncle Robert a appelé 40 minutes plus tard. Même scénario, voix différente. Puis la voisine de ma mère, Donna, à qui j'ai parlé exactement 2 fois dans ma vie. Une fois à un barbecue et une fois quand elle a eu besoin de quelqu'un pour déplacer une étagère. Puis, une femme nommée Jean, que j'ai déterminé plus tard être quelqu'un du club de lecture de ma mère, que je ne savais même pas qu'elle avait, ce qui en dit long sur la part que je prenais réellement à la vie de ma mère par rapport à la part de ses factures que j'étais censé payer. 4 appels en un après-midi. Chacun délivrait le même message dans un emballage légèrement différent. Ta mère a tout sacrifié. Ta mère vous a élevé seule. Ta mère mérite mieux. Ma mère ne m'avait pas appelé directement. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait construit un chœur, et le chœur chantait sa version de la chanson, et chaque voix disait la même chose parce que chaque voix avait reçu le même script. Elle ne m'a pas élevé seule, mais personne dans ce chœur ne le savait. Je me suis assise à mon bureau au travail et j'ai laissé les messages vocaux s'accumuler. Nora observait de l'autre côté de notre bureau partagé, ses lunettes de lecture basses sur son nez, son expression celle qu'elle utilise lorsqu'elle recueille des données avant de rendre un verdict. Combien jusqu'à présent, a-t-elle demandé? 4 appels. 3 messages vocaux. Un texto de quelqu'un qui s'appelle Jean. Qui est Jean? Club de lecture. Ta mère a un club de lecture? Apparemment. Qu'est-ce qu'elle lise? Je n'en ai sincèrement aucune idée, Nora. Je parie que c'est quelque chose avec une femme sur la couverture qui court dans un champ. J'ai presque souri. Presque. Les messages vocaux continuaient d'arriver. Ce soir-là, Shelby a appelé. Le nom de ma sœur est apparu sur mon téléphone à 19h42, ce qui était inhabituel car Shelby communique principalement par des stories Instagram et des textos occasionnels qui se composent entièrement d'émojis et du mot littéralement. Un vrai appel téléphonique signifiait que quelque chose avait pénétré la membrane. Salut, a-t-elle dit. Sa voix était légère, comme elle le devient quand elle essaie de paraître décontractée à propos de quelque chose qui ne l'est pas du tout. Alors, maman est en train de paniquer. Elle dit que tu as arrêté d'aider avec les factures ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai écouté sa voix. La cadence. Les endroits où elle montait, où elle descendait. Je fais ça. J'écoute la musique sous les mots parce que les mots dans ma famille ont toujours été peu fiables, mais la musique ne ment jamais. Shelby n'appelait pas parce qu'elle s'inquiétait pour notre mère. Shelby appelait parce que le loyer de Shelby n'était pas arrivé ce mois-ci. Le zèle de 2200 € n'était pas passé. Et le tampon entre Shelby Morant et la réalité financière avait exactement l'épaisseur d'un virement mensuel qu'elle n'avait jamais remis en question d'une source qu'elle n'avait jamais confirmée. Et maintenant, le virement était en retard. Et la source était silencieuse. Et Shelby pouvait sentir le sol bouger sous sa vie soigneusement organisée. Demande à maman d'où venait l'argent, d'où venaient les 2200 € par mois pour ton loyer. Demande-lui pour les 800 € en espèces près de ta salle de sport. Demande-lui pour les dépenses chez Nordstrom et le voyage à Miami et l'entreprise de bougies et l'entreprise de cristaux et les expériences de collation sélectionnées. Demande-lui d'où tout cela venait. Silence. Assez long pour que j'entende le ronronnement du réfrigérateur dans son appartement, l'appartement que je payais, le réfrigérateur qui gardait au frais les provisions que je finançais, le silence qui se produisait dans une vie que j'avais financée sans même recevoir un message pour mon anniversaire. Tessa, je ne comprends pas de quoi tu parles. Alors demande à maman. Elle t'expliquera. Ou elle ne le fera pas. Dans tous les cas, tu auras ta réponse. J'ai raccroché. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir. Je suis resté là 1 minute, les mains à plat sur le granit, respirant.
Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé la préparation finale. La feuille de calcul était terminée. J'avais passé 6 nuits à la peaufiner, de la même manière que je peaufine les livrables des clients avant une déposition. Parce que dans mon monde, une feuille de calcul n'est pas juste un document. C'est un argument. Chaque en-tête de colonne est une affirmation. Chaque cellule est une preuve. Chaque formule est une logique. Et quand la logique est claire, l'argument se fait tout seul. Je l'ai imprimé. 6 pages. Codé par couleur. Surlignage bleu pour les dépenses légitimes. Paiement du prêt immobilier. Facture d'électricité. Assurance habitation. Minimum de la carte Visa. Celle-ci était réelle. C'est ce que je pensais payer. Surlignage rouge pour l'argent redirigé vers Shelby. Virement Zelle. Retrait aux guichets automatiques. Dépenses Visa dans des lieux proches de l'appartement de Shelby et fréquentés par le compte Instagram de Shelby. Surlignage jaune pour les dépenses que je ne pouvais pas tracer de manière définitive. Des dépenses qui tombaient dans la catégorie que mon père aurait appelée divers, ce qui signifiait que quelqu'un espérait que je ne poserais pas de questions. Nora est venue ce soir-là avec de la nourriture thaïlandaise et une bouteille de vin qu'elle a posée sur mon comptoir sans commentaire. Elle a regardé les 6 pages étalées sur ma table de cuisine, a regardé le codage couleur, a regardé le dossier manille. « Tu vas vraiment apporter une feuille de calcul à un dîner du dimanche » a-t-elle dit. C'est ma façon d'argumenter. La plupart des gens apportent du vin. Elle a fait un geste vers la bouteille qu'elle venait de poser. Le vin ne prouve pas la fraude. Non, a dit Nora. Ramassant la page 3 et la tenant en biais, de la même manière qu'elle lit les dépositions. Mais ça aide à survivre à la conversation qui suit. Elle est restée jusqu'à 10 heures. Nous avons mangé du pad thaï et elle m'a posé une question pour chaque page de la feuille de calcul. Pas parce qu'elle doutait de mon travail, mais parce que c'est ce que font les bons auditeurs. Ils testent la résistance. Ils cherchent le chiffre qui ne tient pas. Elle n'a rien trouvé. Les chiffres tenaient. À la porte, elle s'est arrêtée. Tessa. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire si elle pleure? Je l'ai regardée. Ma mère ne pleure pas. Ma mère joue la comédie des pleurs. Il y a une différence. Et si Shelby pleure? Cette question s'est posée dans ma poitrine comme une pierre que je ne pouvais pas poser. Parce que les larmes de Shelby, si elles venaient, seraient réelles. Shelby ne joue pas la comédie. Shelby n'a simplement jamais été priée de porter quelque chose d'assez lourd pour nécessiter une performance. Alors je la laisserai pleurer, ai-je dit. Et je ne ramasserai pas le chèque. Nora est partie. J'ai verrouillé la porte. J'ai lavé les récipients à emporter. Je les ai séchés. Je les ai empilés. J'ai remis la feuille de calcul dans le dossier. J'ai mis le dossier dans mon sac. Dimanche. 6 heures. La table serait mise. Le public serait assemblé. Et ma mère attendrait avec le seul script qu'elle ait jamais écrit. Celui où elle est restée et mon père est parti et je lui devais tout pour la différence. J'apportais un script différent. 6 pages. 47 colonnes. 17 ans. Et une question que je n'avais jamais été autorisé à poser. Que apporteriez-vous à ce dîner? Le pardon? Ou les preuves? La dernière fois que j'ai parlé de l'argent à mon père, c'était un samedi de novembre, il y a 7 ans. J'avais 29 ans. Il en avait 57 et venait de déménager à Bend, à 3 heures à l'est de Portland, parce que ses genoux empiraient et parce que Bend était le genre de ville où un électricien à la retraite pouvait réparer des choses pour les voisins en échange de conversations et de tartes. Ce qui était tout ce qu'il avait jamais vraiment voulu. Le restaurant était nouveau. Pas le pas de Siès. Un endroit appelé le Junipé dans une rue secondaire près de la rivière avec des murs lambrissés et une serveuse qui appelait tout le monde chéri et une vitrine à tarte plus petite que celle du pas de Siès mais mieux approvisionnée. Mon père avait déjà trouvé la dernière banquette. Il trouvait toujours la dernière banquette. Je pense qu'il pourrait entrer dans n'importe quel restaurant du pays et en 10 secondes identifier la table la plus éloignée de la porte, la plus proche de la cuisine, avec une vue dégagée sur quiconque entre. Pas parce qu'il était paranoïaque. Parce qu'il était un homme qui avait passé 20 ans à être le secret de quelqu'un. Et les secrets sont plus à l'aise au fond de la salle.
Je lui ai parlé des paiements automatiques. De tous. Les montants, les comptes, les années. Je lui ai parlé de l'agent de crédit à l'Ecoswego et de la demande de prêt immobilier que j'ai déchiquetée. Je lui ai parlé d'Aaron, qui était parti parce qu'il ne restait rien. J'ai tout exposé comme j'expose un audit, ligne par ligne, parce que c'était le seul langage que nous partagions qui n'exigeait d'aucun de nous de dire le mot amour. Il a écouté. Il n'a pas interrompu. Il a pris sa tasse de café une fois, l'a reposée sans boire, l'a reprise. Quand j'ai fini, il a regardé par la fenêtre. La rivière des Chutes était basse à cette époque de l'année, gris vert et lente, et il l'a regardée comme il regarde les choses qu'il ne peut pas réparer. Combien, a-t-il dit? Je lui ai donné le chiffre mensuel. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, tu sais combien je facture pour recabler une cuisine? Non. Environ 4 000 €. Ça me prend 3 semaines. 21 jours à tirer des fils, couper des cloisons sèches, étiqueter des disjoncteurs. Du travail dur. Du bon travail. Il a fait une pause. Tu paies plus du double de ça chaque mois. Pour rien. Et personne ne t'a jamais dit merci. Je sais. Vraiment? Cette question a atterri différemment de ce que j'attendais. Pas sèchement. Lassement. Comme s'il avait attendu que j'arrive à un chiffre qu'il avait calculé il y a des années et avec lequel il vivait depuis. Seul. Dans la banquette du fond, incapable de dire quoi que ce soit parce que dire quelque chose aurait signifié me dire quoi faire et mon père est beaucoup de choses mais il n'est pas un homme qui dit à sa fille quoi faire. Il lui donne les outils. Il lui fait confiance pour les utiliser. Quand tu seras prête à arrêter, a-t-il dit, tu arrêteras. Je ne vais pas te dire quand. Ce n'est plus mon travail. Alors quel est ton travail? Il m'a regardé. Puis il a pris son café. A pris une lente gorgée. L'a reposé avec ses 2 mains. De la façon dont on pose quelque chose quand on veut qu'il reste exactement là où il est. Samedi de chaque mois. C'est mon travail. Je n'ai pas pleuré. Lui non plus. Nous avons commandé le déjeuner. Il a pris le club sandwich à la dinde. J'ai pris le sandwich au fromage grillé parce que je n'avais pas encore appris à commander ce que je voulais vraiment au lieu de ce qui était le moins cher et parce que les vieilles habitudes des années de saigner de 10 840 € par mois ne disparaissent pas juste parce qu'on les a identifiées. Elles persistent. Elles restent dans votre portefeuille comme un membre fantôme. 7 ans plus tard, la veille du dîner du dimanche, je me suis assise dans ma voiture sur le parking de mon complexe d'appartements et je ne pouvais pas entrer. Le moteur était éteint. Le dossier était sur le siège passager. 6 pages, 47 colonnes, 204 mois. Tout ce dont j'avais besoin et je ne pouvais pas bouger parce que quelque chose s'était installé dans ma poitrine qui était plus lourd que les chiffres et plus froid que les données et qui avait un nom que je ne voulais pas dire à voix haute. J'avais peur de devenir mon père. Pas l'homme que je connaissais. Pas l'homme dans la banquette. L'homme avec le café. L'homme qui s'était présenté chaque 3e samedi pendant 27 ans sans faute. J'avais peur de devenir la version de mon père que ma mère avait construite. La version qui existait dans son histoire. Celle qu'elle avait racontée à tante Hélène et oncle Robert et Donna et Jean du club de lecture et à chaque personne dans son orbite pendant 27 ans. Celui qui est parti. Celui qui a abandonné. Celui qui s'est choisi lui-même plutôt que sa famille. Si j'entrais dans cette salle à manger demain avec une feuille de calcul et une vérité, je deviendrais cette version. Pas en fait, mais dans la seule réalité qui comptait pour les personnes assises à cette table parce que ma mère avait passé des décennies à construire une réalité dans laquelle partir et le péché et rester et la vertu et quiconque conteste cette équation est coupable par définition. Shelby le dirait. Je savais qu'elle le dirait parce que c'était la seule arme qu'elle avait. Tu es exactement comme papa. 4 mots. Et une partie de moi, la partie qui payait des factures depuis 17 ans pour éviter d'entendre ces mots, les croirait. J'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un texto à Nora. Et si je me trompais? 3 points. Puis, tu as trouvé 177 000 € de fonds redirigés sur 37 mois. Tu as tracé chaque virement. Tu as vérifié chaque montant. La feuille de calcul n'est pas fausse. Tu n'as pas tort. Tu as peur. Ce sont des choses différentes. Je l'ai lu 2 fois. 3 fois.
J'ai posé le téléphone. Elle avait raison. La peur et l'erreur se ressemblent de l'intérieur. Elles vous font toutes deux hésiter. Elles vous font toutes deux remettre en question ce que vous savez. Mais l'erreur signifie que les chiffres ne concordent pas. La peur signifie qu'ils concordent. Et que vous aimeriez qu'ils ne concordent pas. Mes chiffres concordaient. Chacun d'eux. Je suis rentré. J'ai dormi. Pas bien, mais j'ai dormi, ce qui est plus que ce à quoi je m'attendais. Dimanche matin, je me suis réveillé tôt. 6h15. J'ai fait du café. Je suis resté à la fenêtre. Portland faisait ce qu'il fait au début du printemps, où le ciel ne peut pas décider entre le gris et le bleu pâle et opte pour les deux, et les arbres le long de la rue commencent à peine à bourgeonner, et tout semble attendre la permission de commencer. Je me suis habillé. Rien de spécial. Pantalon noir, chemisier gris, chaussures plates. Je ne me suis pas habillé pour la guerre. Je me suis habillé pour le travail, parce que c'est ce que c'était. Un livrable. Une présentation de conclusion. Un argument de 6 pages qui se ferait tout seul. Si je restais assez calme pour le laisser faire. J'ai pris le dossier, j'ai vérifié les pages. Toutes les 6, dans l'ordre. Bleu, rouge, jaune. Légitime, redirigé, non justifié. Le système de couleurs que mon père ne m'a jamais appris mais qu'il aurait compris, parce que c'était la même logique qu'il utilisait quand il étiquetait les boîtes de disjoncteurs. Bleu pour sous-tension, rouge pour danger, jaune pour inconnu. Je suis monté dans la voiture, j'ai quitté le parking, j'ai tourné sur Burnside, la même rue où se trouvait le restaurant Patsy's, avant qu'il ne devienne un restaurant de ramen, avant que le restaurant de ramen ne devienne un espace de co-travail. Avant que l'espace de co-travail ne ferme et que les fenêtres ne s'assombrissent. Le restaurant avait disparu, mais la leçon était toujours là. Voyageant sur le siège passager à côté du dossier, parlé par la voix de mon père, simple et claire. Quand quelqu'un écrit divers, il espère que tu ne poseras pas de questions. J'en avais fini de ne pas poser de questions. La lumière du Porsche de ma mère était allumée quand je suis arrivé dans l'allée à 17h53. La porte d'entrée était ouverte, à l'intérieur, je pouvais entendre sa voix, déjà forte, déjà confiante, jouant déjà pour le public qu'elle avait assemblé. J'ai pris le dossier, j'ai fermé la portière, j'ai monté les marches, et pour la première fois en 17 ans, je n'apportais pas de chèque. La table était mise pour 6. Ma mère, Shelby, tante Hélène, oncle Robert, moi-même, et une chaise vide que je supposais être aspirationnelle. Des sets de table, des serviettes en tissu, un rôti de bœuf au centre qui sentait le romarin et la performance, car ma mère n'a jamais cuisiné un rôti de bœuf de sa vie pour moins de 3 témoins. Elle se tenait au bout de la table quand je suis entré. Debout, les bras le long du corps, le menton légèrement relevé, la posture d'une femme qui a répété sa première phrase et attend que son public s'installe. Tante Hélène était sur la chaise la plus proche de la cuisine, serrant un verre de vin blanc comme une bouée de sauvetage. Oncle Robert était assis en face d'elle, les mains jointes, regardant la nappe comme les hommes regardent les nappes quand ils savent qu'ils sont sur le point d'être au milieu de quelque chose qu'ils ne peuvent pas réparer avec des outils. Shelby était à l'autre bout, le téléphone face contre la table, ce qui signifiait qu'elle essayait d'être présente, ce qui signifiait qu'elle était nerveuse. « Tessa, a dit ma mère. Pas bonjour. Pas merci d'être venu. Juste mon nom, prononcé comme une convocation. Maman, je me suis assise, j'ai posé mon sac par terre à côté de ma chaise. Je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. Ma mère a commencé. Je suis contente que nous soyons tous là, car je pense qu'il est important que cette famille parle de ce qui s'est passé. J'ai élevé mes filles seules. Elle a regardé Hélène, qui a hoché la tête. J'ai travaillé. J'ai sacrifié. J'ai donné tout ce que j'avais pour m'assurer que vous, les filles, aviez un toit, de la nourriture et une vie. Et maintenant, une de mes filles a décidé, apparemment, que je ne mérite plus d'aide. Elle a fait une pause. Pas pour respirer. Pour les faits. Ma mère fait des pauses comme un chef d'orchestre lève sa baguette. Elle s'attend à ce que l'orchestre suive. Tessa, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais cette famille ne s'abandonne pas. Nous ne sommes pas ton père. La voilà. La phrase. Celle qu'elle affûtait depuis 27 ans. Celle qu'elle gardait dans un tiroir comme un couteau de cuisine,
prête pour toute occasion qui nécessitait de couper. Je l'ai laissé en suspens. J'ai laissé tout le monde à table l'absorber, en sentir le poids, organiser leur sympathie en conséquence. Puis j'ai pris le dossier dans mon sac et je l'ai posé sur la table. « Qu'est-ce que c'est » a dit ma mère. « Des chiffres. » J'ai ouvert le dossier. Page 1. Je n'ai pas regardé ma mère. J'ai regardé tante Hélène. Parce que tante Hélène était celle qui m'avait appelé et m'avait dit que je devrais avoir honte. Et tante Hélène méritait de voir à quoi ressemble vraiment la honte quand elle est détaillée. Ce sont 37 mois de relevés bancaires des comptes du foyer de ma mère. J'y ai accès parce que j'ai mis en place le système de paiement automatique il y a 17 ans. J'ai pointé la première colonne. La colonne A, ce sont les revenus. Ce sont les 10 840 € que j'envoyais chaque mois. Prêt immobilier, électricité, assurance, carte de crédit. Ça, ce n'est pas le moment. La voix de tante Hélène s'est éteinte quand elle a vu la première page. C'est exactement le moment. Je suis passé à la page 2. La colonne B, ce sont les sorties, où l'argent est allé après être arrivé sur le compte de ma mère. Et c'est là que les chiffres ont cessé de correspondre. La pièce était silencieuse. Pas le silence poli d'un dîner. Le silence tendu d'une déposition, où tout le monde peut sentir que la prochaine phrase va coûter quelque chose à quelqu'un. 2200 €. Virement Zelle. Chaque mois. Destinataire. S. Morand. J'ai regardé Shelby. C'est ton loyer, Shelby. Shelby a ouvert la bouche. L'a refermée. L'a rouverte. Maman a dit qu'elle avait des économies. Elle n'a pas d'économie. Elle a mon paiement automatique et sa sécurité sociale. C'est tout. Je suis passé à la page 3. 800 € de retrait mensuel au guichet automatique de Soutiste Division. C'est près de ta salle de sport et de ton appartement, pas près de la maison de maman. Plus environ 1800 € de dépenses mensuelles sur la carte Visa de maman chez Nordstrom, Sephora, dans des restaurants et des magasins qui correspondent à ton activité Instagram. J'ai fait une pause. Y compris un voyage à Miami il y a 2 semaines. 4 jours. 4800 €. Vol, hôtel, restaurant et une visite au spa sur Collins Avenue. Le visage de Shelby était devenu blanc. Pas le blanc de l'embarras. Le blanc de quelqu'un qui regarde le sol sur lequel il se tenait se dissoudre, carreau par carreau, et réalise qu'il n'y a rien en dessous. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Sa voix était faible. La colonne A, c'est d'où l'argent venait, ai-je dit. C'est moi. La colonne B, c'est tout il est allé. C'est toi. Sur les 10 840 € que j'envoyais chaque mois, environ 4 800 €, soit près de la moitié, étaient redirigés pour financer ta vie, ton loyer, ta salle de sport, tes vêtements, tes voyages. Tes entreprises de boîtes par abonnement qui ont duré un total de 8 mois. Ma mère a frappé la table de sa main. Pas assez fort pour faire trembler la vaisselle, mais assez fort pour rappeler à tout le monde qu'elle était toujours debout. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille. Non, ai-je dit. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai baissée, comme je le fais dans les dépositions quand j'ai besoin que la pièce se penche. Tout ce que j'ai payé était pour cette famille. Ce que tu as fait, c'est le rediriger. Tu as construit un pipeline, maman, moi à une extrémité, Shelby à l'autre, et toi au milieu, décidant où mon argent allait sans ma connaissance ni mon consentement. Tu as proposé, a dit ma mère. Tu as proposé d'aider. Tu as mis en place les paiements toi-même. J'ai proposé de payer ton prêt immobilier et tes factures. Je n'ai pas proposé de financer le style de vie de ma sœur via ton compte. Il y a une différence. Il n'y a pas de différence. La famille est de la famille. La famille ne ment pas à la famille sur la destination de l'argent. Ma mère a regardé Hélène. Hélène a regardé la nappe. Ma mère a regardé Robert. Robert n'avait pas bougé depuis que je m'étais assise. Le cœur de ma mère était silencieux. Le script qu'elle avait écrit pour eux n'incluait pas de scène où les chiffres étaient sur la table, surlignés en 3 couleurs avec des reçus. Elle a saisi la dernière arme, celle qu'elle saisit toujours quand les autres échouent, celle qu'elle polit depuis 27 ans, celle qui n'a jamais manqué de mettre fin à une conversation en sa faveur. Ton père est parti, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée, très légèrement, sur le mot père.
Je ne pouvais pas dire si la fêlure était réelle ou jouée. Après 27 ans de performance, je ne suis pas sûr qu'elles connaissent la différence. Ton père est parti, Tessa. Moi, je suis resté. Je vous ai élevé seul. Et c'est comme ça que tu me rembourses. Shelby pleurait maintenant. Des larmes silencieuses. Les vraies. Celles qui viennent de la confusion plutôt que de la manipulation. Elle m'a regardé à travers des yeux humides et a dit les 4 mots que je savais qu'elle dirait, depuis le parking, depuis la nuit sombre dans ma voiture, depuis le moment où j'ai décidé de venir ici avec un dossier au lieu d'un chèque. Tu es exactement comme papa, a-t-elle dit. Tu pars toujours. La table est devenue silencieuse. Tante Hélène a posé son verre de vin. Oncle Robert a décroisé ses mains pour la première fois. J'ai regardé ma sœur, puis ma mère, puis de nouveau Shelby. Il ne nous a pas quittés, ai-je dit. Le visage de ma mère a changé. Pas lentement. D'un seul coup. Comme un masque qu'on enlève. Sauf que le masque était le seul visage qu'ils aient jamais vu. Il t'a quitté, maman. Pas nous. Toi. J'ai gardé ma voix égale. Stable. La voix d'Odite. Je le sais parce que je prends le petit déjeuner avec papa chaque mois depuis 27 ans. Banquette du fond, près de la vitrine à tarte. Il m'a appris à lire les relevés bancaires quand j'avais 12 ans. Il m'a aidé à ouvrir mon premier compte d'épargne quand j'avais 17 ans. Il était à la remise de mon diplôme universitaire, rangée 14, siège côté couloir. Tu étais au 3e rang. Tu ne l'as jamais vu. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Il n'a pas abandonné cette famille. Il a quitté une situation. Et il a passé 27 ans à s'assurer que je connaissais la différence. Chaque 3e samedi. Sans faute. Shelby me fixait. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et je pense que quelque part sous tout ce qu'elle t'a raconté. Maman sait que c'est vrai aussi. J'ai regardé ma mère. Elle se tenait toujours au bout de la table, mais quelque chose de structurel avait changé. La posture était la même. Le menton était toujours relevé, mais ses yeux étaient partis loin, quelque part derrière les répliques répétées et la sympathie orchestrée et les 27 ans d'une histoire qu'elle avait racontée tant de fois qu'elle avait oublié que c'était une histoire. Je ne vais pas expliquer pourquoi il est parti, maman. Tu sais déjà pourquoi. J'ai fermé le dossier. Je me suis levé. J'ai rentré ma chaise. Parce que même maintenant, même à ce moment, je suis le genre de personne qui rentre sa chaise. Tessa, a dit ma mère. Juste mon nom. Pas de phrase après. Pas de script. Pour la première fois de ma mémoire, ma mère a dit mon nom et n'avait rien préparé pour suivre. J'ai pris mon sac. J'ai marché vers la porte. Je ne me suis pas retourné. Pas parce que je faisais du théâtre. Parce qu'il ne restait rien à cette table que j'avais besoin de voir. La lumière du porche était toujours allumée quand je suis sorti. L'air était froid et pur. Comme Portland le devient après la pluie quand les nuages se sont déplacés vers l'est. Et que le ciel s'ouvre juste assez longtemps pour vous rappeler que le bleu existe encore. Je suis monté dans la voiture, j'ai posé le dossier sur le siège passager, j'ai tourné la clé, et je suis rentré chez moi avec les fenêtres baissées, respirant le premier air que j'avais goûté en 17 ans qui ne me coûtait pas 10 840 € par mois. 2 jours après le dîner, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai construit une dernière feuille de calcul. Pas l'audit. L'audit était terminé. C'était autre chose. C'était le total des paiements sur 17 ans compilés en une seule page, chaque mois justifié, chaque euro tracé. Je l'ai formaté comme je formate les livrables des clients, en tête claire, alignement décimal cohérent, une ligne de résumé en bas en gras. Je suis une comptable judiciaire. Même mon deuil vient avec des notes de bas de page. Le nombre en bas n'était pas une surprise. Je le connaissais depuis des semaines, le portais dans ma poitrine comme une pierre que je ne pouvais pas poser. Mais le voir en gras, dans la ligne de résumé, dans la police que j'utilise pour les rapports finaux, lui a donné un poids que le calcul mental ne pourrait jamais avoir. 520 060 €. J'ai ouvert mon email, créé un nouveau message, tapé l'adresse de ma mère, laissé la ligne d'objet vide, car il n'y avait aucun sujet qui pouvait contenir ce que j'étais sur le point de dire en moins d'un paragraphe, et un paragraphe aurait été trop de mots. J'ai joint le fichier. Dans le corps de l'email,
j'ai écrit 2 phrases. Ce n'est pas une facture. C'est un reçu, pour que tu saches exactement ce que tu as dépensé, et pour qui. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai fait du thé. Earl Grey, sans sucre. Je suis resté à la fenêtre et j'ai regardé Portland faire ce qu'il fait les mardis matins. C'est-à-dire avoir l'air exactement pareil que tous les autres matins où j'étais resté à cette fenêtre en essayant de ressentir quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Le thé était encore trop chaud. Je l'ai siroté quand même. Certaines habitudes ne changent pas juste parce que vous avez tout changé d'autres. Les semaines qui ont suivi ont été calmes de la manière dont les lendemains sont calmes. Pas paisibles. Juste vide du bruit qui les remplissait auparavant. Le paiement du prêt immobilier de ma mère a eu 30 jours de retard, puis 60, puis 90. Je le sais parce que la banque m'a envoyé un avis, puisque mon nom était toujours sur l'autorisation de paiement automatique originale. J'ai appelé la banque, expliqué que je n'étais plus responsable, et leur ai demandé de supprimer mes coordonnées. La femme au téléphone a demandé si je voulais rétablir le paiement. J'ai dit non. Elle a demandé si j'étais sûr. J'ai dit que j'étais sûr de la manière dont seul quelqu'un qui a passé 6 nuits à auditer les relevés bancaires de sa propre mère peut être sûr. C'est-à-dire complètement. La maison est entrée en procédure de saisie au 4e mois. Ma mère a déménagé dans un appartement d'une chambre à Tigard, une banlieue au sud de Portland, où le loyer était assez bas pour que la sécurité sociale le couvre, et les murs assez minces pour entendre les voisins. Je ne l'ai pas aidé à déménager. Je ne lui ai pas rendu visite. Shelby a tenu plus longtemps que je ne l'attendais. Elle a appelé ma mère tous les jours pendant les 2 premières semaines après le dîner. Puis un jour sur 2. Puis 2 fois par semaine. Puis 1 fois. Au 2e mois, les appels étaient hebdomadaires. Au 3e, ils avaient cessé. Pas parce que Shelby était en colère. Parce que Shelby avait construit une vie sur une fondation qu'elle ne savait pas être empruntée. Et quand la fondation a été retirée, la structure n'a pas tenu. Sans les 2200 € par mois, sans les dépenses chez Nordstrom, les passages chez Sephora et les voyages à Miami, la vie soigneusement organisée de Shelby s'est contractée à sa taille réelle. Qui était un studio et une entreprise de boîtes par abonnement qui a vendu moins de 11 unités au cours de son dernier mois. Elle m'a appelé une fois. Pas pour s'excuser. Pas pour crier. Juste pour dire, je ne savais pas, Tessa. J'ai dit, je te crois. Et c'était vrai. Shelby ne savait pas d'où venait l'argent, de la même manière que je ne savais pas où l'argent allait. Nous étions toutes les deux aveugles, juste dans des directions différentes. Elle était aveugle à la source. J'étais aveugle à la destination. Et notre mère s'était positionnée au milieu, comptant sur le fait qu'aucune de nous ne regarderait au-delà d'elle. Quand tu seras prête à parler de ce qui s'est passé et non de ce dont tu as besoin, ai-je dit, appelle-moi. Elle a dit d'accord. Elle n'a pas encore appelé. Mais elle a dit d'accord. Et c'est un mot différent d'adieu. Ma mère m'a appelé tous les jours pendant 3 semaines. Les messages vocaux changent comme le temps change. Par étapes que vous pouvez suivre si vous y prêtez attention. Semaine 1. La colère. Après tout ce que j'ai sacrifié, après tout ce que je vous ai donné. Tu n'avais pas le droit de faire ça devant Hélène et Robert. Tu n'avais aucun droit. Semaine 2. La négociation. Tessa, si seulement tu me rappelais, on pourrait arranger ça. Je suis prête à m'asseoir. Je suis prête à parler. J'ai juste besoin que tu comprennes mon point de vue. Semaine 3. Un message vocal qui a duré 47 secondes et ne contenait aucun mot. Juste une respiration. Une respiration lente, inégale, le genre qui vient d'une femme assise seule dans un appartement d'une chambre à Tigard, tenant un téléphone à son oreille, attendant que quelque chose sorte de sa bouche, et ne trouvant rien. Pas de script. Pas de performance. Pas de phrase qui commence par « ton père est parti » et se termine par « moi, je suis resté ». Juste un souffle. J'ai écouté ce message vocal 2 fois. Je n'ai pas rappelé. Mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Je l'ai sauvegardé dans un dossier sur mon téléphone intitulé « Divers », qui est un mot qui signifie que quelqu'un espère que vous ne poserez pas de questions, et aussi un mot qui signifie que je ne suis pas prête à répondre. Le 3e samedi du mois suivant, je suis monté dans ma voiture à 7 h du matin et j'ai conduit vers l'est.
L'autoroute 26 jusqu'à la 97 à travers la réserve de Warm Springs, au-delà du haut désert où les pins s'éclaircissent et où le ciel devient si large qu'on a l'impression que la Terre essaie de vous montrer quelque chose qu'elle gardait pour elle. 3 heures. Pas de musique. Pas de podcast. Juste la route et le moteur et le son d'une femme conduisant vers la seule personne qui ne lui avait jamais demandé de paiement. Le Juniper était toujours là. Mur lambrissé. Petite vitrine à tarte. La serveuse qui appelait tout le monde chéri. Mon père était déjà assis. Dernière banquette. Près de la vitrine à tarte. Un café devant lui. Noir. Sans sucre. Menu fermé parce qu'il savait déjà ce qu'il allait commander. Comme il le sait depuis 20 ans. Comme il le saura pendant 20 autres si ses genoux tiennent. Et si le Juniper reste ouvert? Et si la banquette du fond continue d'être disponible le 3e samedi? Je me suis assise en face de lui. Il m'a regardé. Pas avec surprise. Pas avec pitié. Avec le regard stable et buriné d'un homme qui a attendu que quelque chose arrive pendant très longtemps et ne va pas gâcher le moment en parlant trop tôt. J'ai lu les chiffres, papa, ai-je dit. Je sais, a-t-il dit. Ça t'a pris du temps. Oui. Ça va? Pas encore. Mais les chiffres sont clairs. Il a hoché la tête. C'était suffisant. Dans notre langue, des chiffres clairs est ce qui se rapproche le plus de « je vais m'en sortir ». Il a compris. La serveuse est venue. Il a commandé des pancakes. J'ai commandé le sandwich au fromage grillé. Puis je me suis arrêté. En fait, ai-je dit, je vais prendre le club sandwich à la dinde. Il a levé les yeux de son menu. Un sourcil. La plus légère trace d'un sourire. Le genre de sourire qui n'a pas besoin d'être large parce qu'il est profond. Club sandwich à la dinde, a-t-il répété. J'en ai fini de commander la chose la moins chère du menu. Il a posé le menu. A pris son café. A pris une longue gorgée. L'a reposé avec ses 2 mains. De la façon dont on pose quelque chose quand on veut qu'il reste exactement là où il est. Tu vas le manger, ce bacon? Chaque morceau. Nous nous sommes assis dans la dernière banquette d'un restaurant à Bend, Oregon, le 3e samedi du mois. Et nous avons pris le petit déjeuner comme nous le faisons depuis 27 ans. Silencieusement. Complètement. Sans avoir besoin de nous expliquer pourquoi nous étions là, car nous n'avions jamais eu besoin de nous expliquer. Nous nous présentions, c'est tout. C'était tout le truc. C'était tout le travail. J'ai perdu une mère ce dimanche-là à une table de dîner à Portland. Ou peut-être que j'ai juste arrêté de prétendre que j'en avais une. Quoi qu'il en soit, le 3e samedi de chaque mois, dans une banquette près de la vitrine à tarte, j'ai un père qui m'a appris à lire les chiffres et ne m'a jamais demandé de payer pour ce privilège. Il a toujours été là et maintenant. Moi aussi. Si quelqu'un que vous aimez est assis dans une banquette quelque part à vous attendre toute votre vie et que vous avez eu trop peur de dire à quiconque qu'il existe, laissez-moi vous poser cette question. Que attendez-vous? Les chiffres sont déjà clairs. La seule chose qui reste, c'est le trajet. Voici ce que personne ne vous dit sur le fait d'être celui qui paie. Vous arrêtez de poser des questions parce que les réponses pourraient vous coûter plus cher que l'argent ne l'a jamais fait. Vous vous dites que l'amour et le sacrifice sont la même chose et au moment où vous réalisez qu'ils ne le sont pas, la facture court depuis des années et la seule personne qui n'a jamais été payée, c'est vous. Si vous êtes celui qui maintient votre famille financièrement, faites une chose cette semaine. Regardez vos propres chiffres, non pas pour accuser qui que ce soit, juste pour voir, car le moment où vous cessez d'avoir peur de ce que dit la feuille de calcul est le moment où vous cessez d'être contrôlé par elle. Et si quelqu'un dans votre vie est resté tranquillement en arrière-plan, se présentant pour vous sans demander de crédit, sans exiger de remerciements, dites-lui que vous le voyez. Avant qu'un autre samedi ne passe, qui dans votre vie a été votre banquette du fond, et le lui avez-vous dit récemment?